Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier point de l'information. Le chef de l'État est rentré en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé d'écourter son séjour en France pour être aux côtés de ses compatriotes éprouvés par les pluies diluviennes, des pluies qui ont causé la mort de 19 personnes dans la nuit de lundi à mardi. Et toujours dans cet élan de solidarité, des personnes de bonne volonté ont collecté des dons en nature en vue de porter assistance aux personnes sinistrées. Dans les communes de Yopougon, Atekoubé et Cocody, l'aide s'organise. Des échos également dans ce journal du Mondial 2018. Grâce à un but de Cristiano Ronaldo en tout début de match, le Portugal s'est imposé ce mercredi au Maroc par 1-0. Le Maroc qui dit ainsi au revoir à la compétition. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État est de retour au pays. Le président Alassane Ouattara a décidé d'écourter son séjour en France pour être aux côtés de ses compatriotes éprouvés par les pluies diluviennes, des pluies qui ont occasionné la mort de 19 personnes dans la nuit de lundi à mardi. Arrivé aux environs de 19h45 aujourd'hui, le chef de l'État a exprimé sa solidarité et sa compassion aux personnes sinistrées avant d'appeler au respect des mesures de sécurité prises par le gouvernement. Le président de la République est donc rentré plus tôt que prévu pour apporter soutien et réconfort aux victimes des intempéries de la nuit de lundi à mardi. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre pays, et particulièrement la ville d'Abidjan, a connu dans la nuit du 18 au 19 juin dernier de très fortes pluies qui ont enregistré des drames humains et d'importants dégâts matériels, témoignant ainsi de l'intensité de ces intempéries liées au changement climatique. Ceci explique tout notre attachement à participer à faire en sorte que les décisions prises pour améliorer le climat puissent être mises en œuvre par la communauté internationale. Le gouvernement s'est réuni en urgence dès le mardi matin en vue de prendre des mesures immédiates. Et j'ai suivi avec le Premier ministre, mais aussi avec beaucoup de consternation, l'évolution de la situation sur le terrain. Le bilan est lourd, même très lourd, je dirais, et ressort à 20 morts, dont 18 à Abidjan, 1 à Kassalé et 1 à Guibéroa. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et à mon nom propre, présenter mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu un parent, un ami ou un proche. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et j'ai une pensée pour tous ceux qui ont subi des dégâts matériels énormes pour certains. Je salue le courage et l'engagement, le professionnalisme de nos sapeurs-pompiers déployés au chevet des populations sinistrées. Bien merci à nos sapeurs-pompiers. Leur sens du devoir et leur réactivité ont permis de sauver des vies et de mettre en sécurité des centaines de personnes. Je tiens également à remercier et à encourager toutes les équipes chargées de la réception des appels d'urgence, les numéros verts, ainsi que les postes médicaux avancés qui font un travail remarquable sur le terrain. Enfin, je salue le formidable élan de solidarité que nous observons durant cette période éprouvante. J'appelle chacun de nos compatriotes à respecter les consignes de précaution et d'interdiction érigées contre les installations anarchiques d'habitation dans les zones à risque. De même, les constructions réalisées dans les bassins d'orage
sur les ouvrages de drainage et d'assainissement devront être détruites. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est là, debout, solidaire et rassemblée face à ces événements tragiques. En de pareilles circonstances, il était impératif que j'écourte mon séjour et que je vienne auprès des populations sinistrées pour témoigner ma compassion, ma solidarité et pour agir face à de tels drames. J'ai donc convoqué dès demain, jeudi 21 juin, une réunion du Conseil de sécurité à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Des décisions immédiates, en plus de celles qui ont déjà été prises par le gouvernement, seront prises en vue de continuer de soulager les populations. C'est un moment douloureux et j'en appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens et la compassion à tous. Nous ferons en sorte de continuer au niveau du gouvernement, de la présidence de la République, de tout faire pour protéger les populations vulnérables. Et je compte sur le sens du civisme de chacun de nos compatriotes et surtout de tous, y compris les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, bilan donc revu à la hausse, 20 morts dans ces pluies diluviennes. Le chef de l'État est rentré plus tôt que prévu pour apporter soutien et réconfort aux populations sinistrées. La présidente du RDR, également aux côtés des victimes des eaux pluvieuses, Henriette Dagri-Dabaté, était à Cocody, à Kouedo et à la Riviera Sidissi, où elle a exprimé sa compassion aux familles des disparus. C'est ce que nous dit Herman Kivé. De l'émotion, parents et amis des victimes décédées à Akwedo restent dignes dans la douleur. Parents, me charge de vous dire merci pour votre arrivée ici. Henriette Dagri-Diabaté, présidente du RDR, à la tête d'une forte délégation venue leur témoigner son réconfort et son soutien. Nous avons voulu symboliquement venir dire Yako à une famille qui a perdu à la fois en même temps 3 personnes. Et nous espérons qu'ils auront un repos bien mérité. L'État fera ce qu'il peut et ce qu'il va faire, mais en même temps, je souhaite que de telles catastrophes n'arrivent plus. Une visite que saluent les familles Ogi, Zulo et Dago. La douleur reste vive. Son arrivée ici nous va droit au cœur. Nous sentons que la nation est avec nous. La grande chancelière en mer est venue au secours aux côtés de ses enfants. Nous lui disons vraiment grand merci. Deuxième étape de cette visite de la présidente du RDR, la résidence de la famille Zakpa à la Riviera Sidissi. Proches de la famille sont réunis. L'une des sœurs de la victime, témoin des derniers instants de sa défunte sœur. La présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, a exprimé toute sa compassion à cette famille. Nous nous sommes rendus dans la maison sinistrée. Les stigmates sur les murs témoignent de la hauteur qu'occupait l'eau au moment du drame. Rose Zakpa aura sauvé ses enfants au péril de sa vie. Et toujours dans cet élan de solidarité, des personnes de bonne volonté collectent en ce moment des dons en nature en vue d'apporter assistance donc aux personnes sinistrées dans les communes de Yopougon, Atekoubé, également Cocody, des communes les plus affectées. Eh bien, l'aide s'organise. C'est ce que nous rapportent Salima Toudia et Franck Kouadio. Du porte à porte pour collecter des dons en nature. Ils seront distribués aux sinistrés des pluies diluviennes. Nous sommes venus vous voir. C'est concernant ce qui se passe actuellement dans le pays avec la pluie. Là, vraiment, c'est juste un élan de solidarité. Tout ce qu'on gagne, on va collecter et puis ensemble, on va aller donner ça. Vêtements, produits de toilette, ces dons sont offerts par les femmes de Koumassi. Vu vraiment ce qui s'est passé, on a été touchés. On a mis un petit comité en place rapidement pour pouvoir faire du porte-à-porte pour un petit élan de solidarité pour pouvoir soutenir les familles endeuillées et les familles qui ont tout perdu. Dès les premières heures, les actes de solidarité se sont multipliés. À la permanence du député de Cocody, Yasmina Wenye, on s'organise aussi activement. On collecte, on trie et on distribue les dons réceptionnés suite à l'appel lancé sur les réseaux sociaux.
On est en train de s'organiser pour leur envoyer des vivres, des dons, pour leur envoyer des médicaments, des premières nécessités. Ils ont tout perdu. Toute aide peut compter et tout geste est important. Étudiants, pharmaciens, médecins, secouristes, tous participent à cet élan de solidarité. Les sinistrés peuvent aussi compter sur les internautes qui relaient en temps réel leurs besoins. La disponibilité des centres d'hébergement est publiée sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Les Ivoiriens sont formidables. Et toujours dans la même veine, on poursuit en images. La commune de Cocody a enregistré 13 cas de décès lors des récentes inondations. Le maire et son conseil municipal sonnent la mobilisation. Ils viennent de décaisser 50 millions de francs CFA pour porter assistance aux victimes. Lors d'une réunion de crise tenue ce matin dans les locaux de la mairie, d'importantes décisions ont été arrêtées. Toujours en image, les effets de ces grosses pluies se font toujours sentir à Atoban, Oscarine. Un pont menace de s'écrouler. Il reste pourtant ouvert à la circulation. Il s'agit du pont Fred Épopée qui relie Atoban à Angré, 8e tranche. Notez que dans la zone, des habitations ont déjà subi le courroux des eaux. Et contre toute attente, la commune de Koumassi, connue pour ses cas d'inondation, à la moindre pluie, s'en sort indemne cette fois. Aucun dégât enregistré, pas de perte en vie humaine. C'est que des mesures de prévention avaient été déjà prises par les autorités municipales. C'est ce que nous explique en tout cas le maire de la commune. Comme partout à Abidjan, Koumassi a connu les pluies diluviennes. La commune n'enregistre aucun dégât selon les autorités municipales. Pas de dégâts en perte humaine, pas de dégâts matériels signalés. Des mesures préventives et d'accompagnement avaient été prises pour faire face aux éventuelles inondations. Koumassi, pendant longtemps, a été l'une des communes les plus difficiles en matière d'assainissement et de voirie. Et nous avons attendu de nos partenaires assermentés en la matière. Et nous ne voyons pas venir les choses, nous avons anticipé nous-mêmes. Nous avons pris des équipes qui ont fait le travail à la place d'Assaut Assainissement. Nous avons engagé pour près de 400 millions grâce au concours de la Banque mondiale et avec nos fonds propres, des travaux de curage des passages sous voie. Le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a permis que le curage du canal d'Anmabo soit entrepris. Donc toutes ces choses combinées ont fait que l'eau pluviale circule, l'eau usée circule et ces facteurs ont fait que le pire a été évité à Koumassi et nous devons vraiment nous en réjouir. Les travaux de curage des passages sous voie se poursuivent avec les équipes sur le terrain pour l'assainissement de la commune de Koumassi. On poursuit avec les prévisions météorologiques. On aura une relative accalmie le jeudi 21 avec des pluies faibles. On aura une reprise des fortes pluies probablement dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 et dans la matinée du vendredi 22 juin avec des possibilités d'inondation sur le district d'Abidjan. La prudence est donc de mise. On poursuit avec ce communiqué émanant de la CIE suite aux intempéries intervenues dans la nuit du 19 juin 2018 dans le district d'Abidjan. De nombreux ouvrages du réseau électrique ont été endommagés, notamment des postes de distribution publique inondés, des lignes cassées, des poteaux déterrés, privant ainsi d'électricité un certain nombre de quartiers. Dès 4 heures du matin ce lundi, les équipes de la CIE se sont mobilisées pour procéder aux réparations des ouvrages accessibles en vue de rétablir l'alimentation de ces quartiers. Ces interventions continuent sur le terrain et se poursuivront jusqu'au rétablissement total de la situation dans les meilleurs délais. On change complètement de sujet à présent pour évoquer la conférence internationale sur le financement de la croissance verte, conférence qui s'est tenue ce mardi ici même à Abidjan. Des échos avec Jean-Louis Bangou. Les experts estiment à 1500 milliards de francs CFA par an le montant des investissements à réaliser pour atteindre les objectifs de développement durable en Afrique.
Face aux moyens limités des États, le financement de la croissance verte sur le continent nécessite une participation à plus grande échelle du secteur privé. Il faut trouver des moyens, des astuces, des innovations financières qui permettent au secteur privé de venir aider l'État à pouvoir se combler ce cap dans la finance verte. Nous aidons donc les financiers à comprendre le risque vert et le considérer comme n'importe quel risque et pouvoir le financer pour que leur part de marché dans le business de demain s'accroisse. Une croissance verte qui passe surtout par une meilleure intégration des PME à l'économie verte. Il faut que le financement qui existe puisse arriver aux petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, ce financement n'arrive pas. Plus de 50% de demandes des petites et moyennes entreprises de crédit sont rejetées. Si on veut que notre économie soit une économie plus durable, si nous voulons que notre croissance soit plus verte, il faut intégrer les petites et moyennes économies dans cette économie verte. La croissance verte repose sur un modèle qui permet d'améliorer la vie des populations tout en respectant leur bien-être à la fois social et environnemental. Cela exige l'amélioration du climat d'investissement à travers notamment un soutien politique. En Côte d'Ivoire, le cadre législatif et réglementaire des investissements verts a été renforcé ces dernières années, avec notamment le vote en 2014 de la loi d'orientation sur le développement durable, du code d'investissement et du code de l'électricité. Un texte sur une fiscalité environnementale incitative est également en cours d'élaboration en vue de son adoption par les parlementaires ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le premier pays d'Afrique francophone à accueillir une conférence et des ateliers sur la finance verte. On en vient à présent à EcoPlus de ce mercredi 20 juin 2018. Pour ce faire, on se rend en Corée du Sud où ils sont une centaine d'Ivoiriens à avoir décidé de s'installer, soit pour faire des études ou encore pour faire des affaires. Leur intégration réussie dans ce pays impose respect et admiration. Cela fait d'eux en tout cas des modèles ivoiriens en Corée du Sud, modèle d'une intégration économique. Le dossier EcoPlus de ce mercredi est signé Cheikh Koné. Tous les matins, Bénédicte Kwame presse les pas pour se rendre à son cours de langue. Passage obligé pour tous les étudiants étrangers inscrits dans cette université. Mais ne vous y méprenez pas, nous ne sommes pas dans une université européenne ou américaine. Nous sommes en Corée du Sud, au Sun Moon University, dans la province de Chungcheong, à une centaine de kilomètres de la capitale Séoul. Bénédicte vient de la Côte d'Ivoire. C'est en 2015 qu'elle intègre cette université avec une bourse de 5 ans d'une valeur de 20 millions de francs CFA, obtenue grâce à une communauté coréenne basée à Abidjan. Je n'ai pas vraiment choisi la Corée, mais j'ai été poussée par mon père qui a voulu que je parte en Corée parce que lui-même il était déjà ici. Et par curiosité aussi, je suis venue en Corée. Créé en 1972, le Sun Moon University compte 10 000 étudiants inscrits, dont 33 Africains et 6 Ivoiriens. Si cette destination intéresse de plus en plus d'Africains, en particulier des Ivoiriens, la langue coréenne, quant à elle, demeure la véritable contrainte pour ces aventuriers du savoir. Ici, il faut travailler plus que les autres. Même si l'autre a 90%, tu dois travailler encore plus que 90%. Le plus souvent, les étudiants étrangers sont de grands bosseurs. Je les aime bien. J'ai beaucoup d'estime pour eux. Particulièrement Kwame, elle est studieuse et a de très bons résultats. Les pressions académiques ne sont pas les seules difficultés auxquelles doit faire face Bénédicte. Avec une bourse qui couvre à peine sa scolarité, la jeune fille de 23 ans exerce de petits boulots. L'éducation et la formation sont une véritable obsession en Corée du Sud. Le pays y consacre chaque année un peu plus de 5,31% de la richesse nationale. Un modèle qui séduit. En 2016, quelques 100 000 jeunes du monde se sont rendus en Corée du Sud pour des études dans les 600 universités du pays. Le gouvernement a instauré des mesures incitatives, assouplissement des conditions d'obtention de visa, accroissement du nombre de cursus en anglais et l'octroi de 700 bourses d'études à travers le monde. Contrairement à Bénédicte, Prince Adiko et une poignée d'autres étudiants ivoiriens ont bénéficié de cette bourse complète d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Scolarité, argent de poche et assurance maladie inclus.
Cette bourse nous permet d'étudier dans les meilleures conditions qui soient. Nous sommes bien logés, nous avons les cours qui nous sont payés. Les notes, c'est sur 100, mais on nous demande 70 points. Et 70 points, quand je calcule en moyenne dans notre pays d'origine, en Côte d'Ivoire, c'est comme si l'élève avait 14 de moyenne. Même si tu as jusqu'à 13,99, on te fait reprendre la classe. Si la qualité de formation en Corée du Sud attire davantage d'étudiants ivoiriens, l'économie du pays, la 11e du monde, avec un PIB estimé à 841 500 milliards de francs CFA, attire, elle, de nombreux investisseurs. Lui, c'est Memel Achori, un entrepreneur ivoirien qui s'est lancé il y a une dizaine d'années dans un secteur méconnu en Corée, la restauration ivoirienne. Il n'y a vraiment pas d'autres bars ou restaurants tenus d'abord par un Ivoirien ici en Corée. Et il n'y a vraiment pas aussi d'autres bars tenus par des Africains, voilà, ici en Corée. Donc c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a une multitude de toutes les communautés qui se regroupent au sein de ce bar parce qu'ils se sentent chez eux à la maison. Memel s'est bâti une renommée dans tout le pays. Son restaurant-bar basé dans la ville périphérique de Songtan est devenu le carrefour de toutes les communautés africaines et au-delà. Koulibaly Ahmed est un habitué du restaurant-bar de Memel. Cet Ivoiro-américain recruté dans les forces spéciales américaines en Corée est fier de retrouver une partie de sa culture. Ça m'amène à voir l'ambiance du pays. On a toujours envie de manger la tiké avec du poisson braisé, la banane, tout. Voilà quelque chose qu'on retrouve, c'est extraordinaire. La clientèle de Memel est aussi diversifiée que ses mets. On y trouve de tout, principalement de la tiké, le mets le plus demandé. Coût d'investissement de ce business, 50 millions de francs CFA. Un chiffre d'affaires annuel d'une centaine de millions de francs CFA par an, avec à la clé une quinzaine d'emplois créés. Je suis arrivé et j'ai étudié les possibilités. La chance m'a souri et tout est parti. Je dis ça chaque fois le matin quand je me réveille. Je me regarde et je pense que je suis aussi un modèle de réussite pour toute personne. Parent de 2 enfants, Memel et son épouse Kim envisagent d'agrandir ce business. C'est d'ouvrir des franchises ici, c'est de faire connaître la cuisine ivoirienne au peuple coréen. C'est de faire savoir qu'en Côte d'Ivoire aussi, nous avons certaines qualités. La diaspora ivoirienne, l'une des plus petites communautés africaines en Corée, ne compte qu'une centaine d'Ivoiriens. L'exemple de Memel ne coupe pas les rues. Yacouba Bamba n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, il s'est lancé dans le secteur de l'import-export. En situation régulière depuis 2 ans, Yacouba n'a pas pu se rendre en Côte d'Ivoire pendant 16 ans. Nostalgique, il envisage de retourner dans son pays. Enfin, je suis en Corée, mais je pense chez moi. Oui, de tout chez nous, c'est un bon pays. Seulement, on avait les difficultés. Sinon, pas ça, je pense chez moi à tout moment. 16 ans, c'est pas facile. Je vois mes enfants, ils parlent seulement la langue coréenne. C'est pas mon souhait. Oui, je pense, bientôt même, je pense pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a 2 sortes de candidats qui viennent ici en Corée du Sud. Il y a au moins une trentaine d'étudiants ivoiriens qui bénéficiaires de bourses de la coopération coréenne. Il y a aussi des Ivoiriens qui viennent, vous savez, à l'aventure, comme ils disent ici, c'est chercher. Et donc, ils viennent là et puis ils travaillent. La Corée a besoin de main-d'œuvre. La population coréenne vieillit et donc il y a un problème d'emploi. De Bénédicte à Yacouba en passant par Memel, chacun des acteurs de cette diaspora joue sa partition. Qui dans l'économie du savoir et qui dans les affaires, avec pour finalité le développement économique de la Côte d'Ivoire. Voilà un dossier signé Cheikh Koné. Le gouvernement ivoirien et le HCR engagés pour l'assistance aux réfugiés. C'est ce que l'on retient de la journée mondiale dédiée à ces personnes vulnérables. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a servi de cadre pour la célébration officielle de cette journée. Olivier Riebi, Abou Sanogo. Et ils sont plus de 1500, les réfugiés vivant en Côte d'Ivoire, qui bénéficient de la protection et de l'assistance des autorités et du Haut Commissariat pour les réfugiés. Les difficultés socio-professionnelles et administratives auxquelles ils sont confrontés a amené le gouvernement à entreprendre des démarches pour faciliter leur intégration. Je voudrais à cet égard rassurer les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et tous nos partenaires que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
sont en discussion en vue de parvenir à l'établissement de la carte d'identité et de passeport biométrique pour les réfugiés. C'est le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire, fidèle à sa politique d'ouverture et à sa tradition d'hospitalité, continuera toujours d'appeler ses fils et ses filles à manifester une plus grande humanité et une plus grande solidarité à l'égard des réfugiés. Le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en Côte d'Ivoire salue l'hospitalité et l'engagement continu du pays dans la recherche de solutions durables à l'endroit des personnes en besoin de protection internationale. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler que de tout le temps, le HCR et ses partenaires gouvernementaux ont toujours garanti la protection internationale des réfugiés présents sur le territoire de Côte d'Ivoire. En cela, je voudrais relever que l'approche de l'État de Côte d'Ivoire à l'égard de toutes ces personnes qui ont trouvé refuge sur son sol est tout à fait singulière. Avec les réfugiés, c'est le thème de cette 18e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Une thématique qui impose de mettre les personnes réfugiées au centre des actions du gouvernement. Au cours de la célébration, les autorités ont appelé les Ivoiriens vivant en exil à rentrer au bercail. La drépanocytose, on en parle également. Il s'agit d'une maladie du sang, maladie héréditaire qui se manifeste par une anémie sévère, des crises douloureuses invalidantes et un risque énorme d'infection. Plus de 150 millions de personnes souffrent de cette maladie dans le monde, selon l'OMS. Et en Côte d'Ivoire, 12 personnes sur 100 ont un trait drépanocytaire. Le 19 juin, Journée mondiale de lutte contre la maladie, a été donc l'occasion de faire de la sensibilisation. Et c'était au CNTS, le centre de transfusion sanguine à Trècheville. On parle politique à présent. Ahmed Bakayoko, vice-président du RDR, prochain candidat à l'élection municipale dans la commune d'Abobo. Le choix s'est porté sur le ministre d'État lors donc de la réunion d'hier, réunion des militants à la rue Le Pic, compte rendu Konaté Moussa. Les militants du Rassemblement des Républicains de la commune d'Abobo sont d'accord pour le choix d'Ahmed Bakayoko comme candidat à l'élection municipale. Ils sont venus l'exprimer à la direction du parti. Abobo veut saluer en la personne du ministre d'État Ahmed Bakayoko un grand commis de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais ensuite me réjouir avec toute la population d'Abobo du fait que le président du parti a bien voulu nommer le ministre d'État Ahmed Bakayoko pour qu'il se charge désormais avec la ministre Pemo Jeanne des affaires d'Abobo. Abobo doit demeurer le bastion du RDR. Conscient de cet enjeu, Ahmed Bakayoko appelle à l'union pour relever les défis. Abobo peut aller de l'avant si déjà on réussit à être unis. Je viens pour que la solidarité devienne une réalité vivante et forte à Abobo. On va travailler ensemble pour développer Abobo. On va travailler ensemble pour changer profondément Abobo. On va se serrer les coudes très sérieusement pour que le président soit fier, pour que le parti soit fier, pour que les militants soient fiers et que Abobo demeure le bastion imprenable du RDR. Qu'Abobo soit pour le RDR comme Soweto pour l'ANC. Les gens parlent, mais c'est un bastion imprenable parce que personne ne pourra arracher Abobo au RDR. Pour réussir le pari, la première bataille à mener, c'est la participation à la révision de la liste électorale en cours en ce moment. Le vice-président du RDR invite les populations à se faire enrôler. L'enrôlement est un moment clé de l'élection. On se met tous en ordre de bataille pour l'enrôlement. Enrôler tous nos militants majeurs. Réenrôler tous ceux qui sont partis. Il y a plus de 19 000 militants d'Abobo qui sont allés s'enrôler ailleurs. Il faut les faire revenir pour demeurer le poids électoral du RDR. Pour donner l'exemple, Ahmed Bakayoko s'est fait enrôler dans un établissement scolaire à Abobo. Des échos du Mondial 2018 pour terminer. Le Portugal s'est imposé ce mercredi au Maroc par 1
0. Le Maroc qui dit ainsi au revoir à la compétition. Qui a sauvé l'honneur du continent par une victoire d'entrée contre la Pologne, les autres équipes africaines continuent de broyer du noir. Après l'Égypte hier, c'est au tour du Maroc de concéder une deuxième défaite pour le compte de la deuxième journée. La première période est timide pour les Lions de l'Atlas, mais réaliste lorsque l'occasion se présente. Sur un corner tiré à la rémoise, Moutinho adresse un centre magistral à Cristiano Ronaldo qui ajuste l'infortuné El Kajoui. C'est son 4e but en 2 matchs. 1-0 à la pause. À la reprise, les poulains d'Hervé Renard transfigurés s'offrent un chapelet d'occasion mais font preuve de maladresse. 1-0 score final. Avec cette deuxième défaite consécutive, le Maroc a certainement dit adieu à la compétition. Voilà un commentaire de Aude Alébé. Sachez pour rappel que le chef de l'État est de retour au pays. Le président Alassane Ouattara a décidé d'écourter son séjour en France pour être donc aux côtés de ses compatriotes éprouvés par les pluies diluviennes, des pluies qui ont causé la mort de 19 personnes, 20 maintenant, dans la nuit donc de lundi à mardi. Arrivé aux environs de 19h45 ce soir, le chef de l'État a exprimé sa solidarité et sa compassion aux personnes sinistrées avant donc d'appeler au respect des mesures de sécurité prises par le gouvernement. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.